prêté au gros lot, L3 ressources humaines au CELSA. Donc ça a commencé le 19 novembre donc 2018. Carlos Ghosn, qui revenait d'un voyage d'affaires, atterrit au Japon et la police japonaise entre dans l'avion et l'arrête. Et là commence une garde à vue qui continue encore aujourd'hui, donc ça fait plus de 2 mois, qui a été remise plusieurs fois, parce que une garde à vue au Japon c'est maximum 23 jours, et du coup là ça fait la 3e, peut-être la 4e. Mais en tout cas, l'idée c'est qu'il est jamais sorti et que ça a fait beaucoup de bruit là-dessus. Parce que c'était le patron de Renault Nissan Mitsubishi, donc quelqu'un d'assez important, qui est tombé du jour au lendemain. C'était un intouchable, c'était vraiment une personne qui était censée ne pas pouvoir tomber, qui était à la tête d'une alliance, d'une triple alliance sans successeur. Enfin, à chaque fois qu'il y avait eu des successeurs, il avait fait en sorte qu'il soit plus possible pour eux de venir. Et voilà, et surtout qu'il avait déjà eu des affaires, à chaque fois ça s'était bien passé. Il y avait eu la fausse affaire d'espionnage de Renault, où il avait beaucoup été mis en cause en 2011. Même les États tombaient devant lui, c'est-à-dire que l'État français, donc, qui est actionnaire chez Renault, remettait systématiquement en cause chaque année ses rémunérations lors des conseils d'administration de Renault, et à chaque fois ça passait. Enfin, donc il avait vraiment la réputation d'un intouchable, et donc je pense que dans les médias en pleine période, donc surtout dans les médias français en pleine période de crise, avec les gilets jaunes et tout, un homme qui est beaucoup remis en cause avec ses rémunérations et qui finalement arrive à tomber, c'est vraiment le colosse au pied d'argile, quoi. Déjà, le traitement médiatique est français, enfin celui que je mets en question, alors que le traitement juridique est japonais. C'est pas une affaire comme on a l'habitude d'en voir dans les médias, où c'est le système français qui est mis en cause. Au-delà de ça, il y a toute l'intrigue sur laquelle jouent beaucoup les médias, de est-ce que c'est pas Nissan qui a voulu le faire tomber, est-ce que c'est pas des gens qui avaient intérêt à ce qu'il tombe. Et donc, forcément, les médias se sont beaucoup emballés dès le début, alors que la justice a mis du temps. Il a été inculpé que le 10 décembre, et justement à ce moment-là, les médias commençaient déjà à remettre encore plus en cause son caractère coupable, avec l'idée est-ce que c'est pas les autres qui ont fait en sorte qu'il tombe. Au moment où il a été inculpé, il était déjà plus le centre du sujet, le centre c'était le Japon, le système japonais et les entreprises. Ce qui m'a intéressé dans cette affaire, c'est que j'avais a priori l'idée que ça témoignait de tous les éléments assez emblématiques du traitement médiatique en France. Donc avec, d'abord on s'y intéresse beaucoup, on dit beaucoup de choses assez sensationnalistes, on fait beaucoup de théories, et ensuite on s'y désintéresse progressivement, et finalement on commence à sortir les documents cachés et tout. On préfère prendre plus le temps et avoir des vraies infos à apporter. Et en même temps, le côté du changement de position des journalistes. C'est-à-dire que, ce que je montre surtout dans le 2e article, les positions autour de Carlos Ghosn. Carlos Ghosn n'est plus toujours le centre, au fur et à mesure ça évolue. Après il y a Nissan, il y a le système japonais, et ça se retrouve donc dans tous les médias. Donc moi j'avais pris l'exemple des radios, du site CNews, avec juste les rubriques dans lesquelles sont classés les articles, les articles ou les vidéos. Et aussi dans les 3 émissions de C'est dans l'air, donc ça c'était un peu un coup de chance, parce que donc la 3e est arrivée peu avant que je finisse l'article, et du coup on voyait vraiment une évolution entre les 3. Et aussi ce que je voulais voir, c'était s'il y avait un point de complaisance journalistique, genre c'était vraiment le truc qui m'a amené vers ce sujet, c'est est-ce qu'il y a un moment où on a le droit de défendre Carlos Ghosn, alors qu'il est suspecté puis inculpé d'avoir minoré ses rémunérations jusqu'à obtenir des millions d'euros. Et effectivement c'est ça qui m'intéressait, de voir à quel moment on peut prendre du recul, à quel moment les journalistes peuvent dire on prend du recul et on a le droit de le défendre, et à quel moment on a le droit de plus en parler, de mettre au centre un autre point de l'affaire pour justement éviter cette question, et en même temps de voir les réactions des différents invités. Donc ça j'avais beaucoup fait avec Europe 1 et les personnalités politiques et c'était toujours on doit attendre, on doit prendre du recul, ce qui n'était pas du tout la position médiatique à ce moment-là, et avec le rapport des forces qui s'inverse progressivement jusqu'à récemment Bruno Le Maire qui lâche complètement Carlos Ghosn qui défendait au début. Est-ce que Nissan Mitsubishi essayait pas d'écarter un peu Renault de l'alliance, parce que Renault avait un très fort poids dans l'alliance. L'affaire arrive à un moment où apparemment, d'après les différents journaux et tout, Carlos Ghosn envisageait de rapprocher Renault et Nissan. Donc il y a vraiment ce côté, est-ce que c'est une affaire interne à la marque, est-ce que c'est une affaire juridique, est-ce que c'est une affaire politique? On voit souvent les chefs d'État qui ont quand même beaucoup besoin de ces différentes entreprises, que ce soit en France ou au Japon, qui se réunissent pour discuter. Donc on sait pas vraiment quelle est
quelle est comment dire, quelle est l'ampleur, enfin quel est le point central de cette affaire, et justement voir comment les médias décortiquent l'affaire et évoluent dans leur position. Ça permet d'essayer d'entrevoir un peu quel est le point central de l'affaire. Il y a vraiment un truc très intéressant dans les médias internationaux, donc comment l'affaire était traitée au Japon, où c'était vraiment une personne qui était perçue comme une idole, qui était aussi, beaucoup plus qu'en France, un people, et aussi aux États-Unis, la façon dont les États-Unis ont pu prendre la défense de Carlos Ghosn ou de Greg Kelly. Greg Kelly, c'est le bras droit de Carlos Ghosn, qui a lui aussi été mis en garde à vue pour les 2 premières gardes à vue en même temps. Et en fait, il y avait la femme de Greg Kelly qui avait fait une vidéo très émotionnelle, qui mettait vachement en avant son désespoir, parce que son mari avait besoin d'une opération et qu'il était en prison dans des conditions déplorables. Et donc il y avait vraiment cet aspect assez différent en France, où c'était beaucoup plus pragmatique, et même s'il y avait le côté on essayait de mettre un peu de sensationnel avec ses conditions de détention, c'était quand même beaucoup moins fort qu'aux États-Unis ou au Japon. Donc vous pouvez retrouver mes articles dans la description, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, à liker, à partager. Abonnez-vous à Fastcam et Élise Lucet si tu veux mon CV. Ouais, je garde ça.